Ok, merci Sandra. Bien, on va donc parler de ce nouveau guide. On sait que la plupart des applis PB, bien sûr, sont critiques et opèrent souvent dans des domaines sensibles, type finance, santé, secteur public, etc. Le truc, c'est que depuis qu'elles ont été développées, il y a souvent 10 ou 20 ans, le niveau des attaques et donc des protections nécessaires pour contrer ces attaques a forcément évolué et dans plusieurs domaines. Il peut s'agir de la protection des exécutables, le type d'authentification, le chiffrement des données, etc. Et puisque les ressources disponibles sont toujours limitées, on est un peu condamné à faire de la magie pour arriver à combiner trois objectifs principaux. D'abord, il faut renforcer la sécurité de l'application sans la réécrire. Pour ça, utiliser des fonctionnalités prêtes à l'emploi dans des versions récentes de PB, puis d'autres outils spécialisés. Il faut aussi, une fois qu'on a ces outils, identifier et prioriser la correction des principaux risques et défauts, parce qu'il peut y en avoir beaucoup dont tous ne sont pas forcément importants. Donc, dans la to-do list, là aussi, il y a des choses importantes à faire et d'autres qu'on peut mettre en pause. Mais le fait de corriger les principaux risques va mécaniquement réduire l'exposition aux vulnérabilités, ce qui est quand même le but, et ça permettra après de passer les principaux contrôles pour déployer l'application. Et puis le troisième objectif, consiste à démontrer la conformité à des standards, que ce soit internes ou externes. Ça peut être pour la RGPD, les normes de l'ANSI, les normes INSO, etc., en fournissant des rapports et des preuves indiscutables et vérifiables en cas de contrôle. On a donc préparé un guide pour répondre à ces attentes. Il va recenser des outils, lister des actions concrètes, dans le but de renforcer les principaux aspects de la sécurité, de mettre les applications ensuite en conformité. Donc on a traité séparément 9 principaux objectifs que vous voyez ici. Je ne vais pas vous les lire un par un, mais sécuriser l'exécutable, etc. Et on a repris ensuite pour chacun de ces 9 objectifs la même structure de document dans ce guide, avec des rubriques qui reviennent régulièrement, type description des risques, les objectifs, la liste des fonctionnalités, les éléments de preuve, etc. Donc, je ne vais pas passer en revue évidemment tout le guide, c'est juste pour vous expliquer ce qu'il contient. Je vais en prendre juste deux, trois exemples pour illustrer le principe, parmi les 9 chapitres que comporte ce guide. On va entre autres chercher à sécuriser les exécutables, parce qu'on sait que les applications PB sont souvent déployées en interne, alors avec des mécanismes de distribution qui peuvent varier. Ça peut être simplement des dossiers partagés en réseau, des packages d'installation, Install Shield et autres, ou alors des outils parfois personnalisés dans des grandes infrastructures. Mais dans tous les cas, on se repose sur une confiance implicite dans l'exécutable qui est installé et qui est livré. Il y a deux problèmes possibles. Le premier, c'est qu'avec un exécutable qui n'est pas signé ou qui n'est pas traçable, on peut être bloqué par les protections des postes clients qui se durcissent de plus en plus. Et à contrario, si l'exécutable est compromis mais que l'on n'a pas les contrôles suffisants, ben là, on pourra déployer un exécutable compromis, ce qui peut soulever bien sûr beaucoup de problèmes. Donc on doit mettre en place une chaîne de confiance qui implique un certain nombre d'étapes que vous verrez dans le guide, scanner avant la publication, signer les livrables, tracer les versions déployées, etc. Le deuxième exemple que je peux mentionner, qui est assez classique, que vous connaissez en tout cas au moins dans son titre, consiste à chiffrer les données à la fois au repos et en transit, parce que évidemment les applications PB traitent des données sensibles, bancaires, personnelles, médicales, etc., qui vont transiter entre le client et la base de données, et parfois avec des composants intermédiaires et des services. On retrouve aussi ces données selon les applications dans des exports, dans des fichiers temporaires, dans des logs applicatifs ou des backups, des sauvegardes. Et pour protéger ces données, on va là aussi devoir prendre une série de mesures, les rendre illisibles d'abord, en dehors de leur contexte, en les chiffrant au repos et en transit. On a des fonctionnalités, des outils pour ça. On va détecter des fonctions de hachage ou des fonctions d'encryption qui peuvent être obsolètes, des clés d'encryption qui peuvent être codées en dur, parfois on en trouve dans le code, en scannant le code, ou des modes de chiffrement trop faibles, des tailles de clés insuffisantes, etc. Et le dernier point, on va aussi limiter tant que faire se peut l'accès aux données sensibles en affinant les droits d'accès donnés aux utilisateurs et en renforçant les capacités de traçabilité et d'audit a posteriori. Troisième et dernier exemple, là aussi un grand classique, ça concerne l'authentification et le contrôle d'accès. Alors en sachant que beaucoup d'applications PB aujourd'hui
authentifient leurs utilisateurs, comme c'était le cas à l'origine de l'application, avec des comptes enregistrés dans une table utilisateur dans la base de données, des comptes de type login password, qui posent un certain nombre de points faibles d'un point de vue de la sécurité. Et donc pour renforcer et moderniser cette phase d'authentification et de contrôle d'accès, on pourra faire un certain nombre de choses. Par exemple, authentifier les utilisateurs avec leur compte Windows. Il y a un certain nombre de fonctionnalités prêtes à l'emploi pour ça. On réutilise les comptes définis dans Active Directory. On pourra ajouter dans les cas des applications sensibles un niveau de protection supplémentaire avec une authentification forte de type MFA, en utilisant un mobile par exemple pour vérifier l'identité de l'utilisateur. On devra probablement utiliser des revues périodiques de droit d'accès. Donc là aussi, il y a des outils pour générer des rapports et expliquer aujourd'hui qui a le droit de faire quoi pour le documenter. Garder des traces des connexions et des actions sensibles réalisées par les utilisateurs ou même les administrateurs dans l'application, qui a fait quoi, qui a donné le droit de faire quoi, etc. Et pour terminer, on a à la fin du guide listé les actions à mener pour chacun des thèmes. Donc selon vos priorités, vous pourrez prendre certains blocs et ça vous aidera à avoir des checklists pour non seulement structurer le projet de sécurisation, mais aussi documenter ce qui a déjà été fait. Voilà, donc on va vous en donner une copie là tout de suite, comme ça vous pourrez le télécharger, le consulter. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions à sa lecture, en particulier à nous consulter pour transposer ce guide à votre contexte en fonction de vos contraintes, de vos priorités et des ressources disponibles, et puis définir un plan d'action qui corresponde à vos priorités. Merci.